La facture, émission 637. Aujourd'hui, comment un promoteur immobilier trompe ses clients? Étant un très bon comédien, un très bon vendeur, je pense qu'il n'y a pas de difficulté à mentir non plus, là. Santé Canada ne règle en rien une épidémie d'allergie. Aussi, les agences de recouvrement n'ont pas tous les droits. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Il y a quelques semaines, nous vous avons parlé d'un promoteur immobilier de Québec, Jacques Saint-Pierre. L'homme est en faillite. Il utilise sa conjointe comme prête-nom pour rester en affaires. Jacques Saint-Pierre prend l'argent de ses clients, mais ne livre pas les condos ou les maisons dans lesquelles ces gens ont investi leurs économies. Nous en avons appris davantage sur sa façon de réaliser ces arnaques. Je me suis fait embarquer, carrément. Moi puis ma sœur, on n'a rien vu aller. Rien vu aller. Avant même que le projet lève, il prenait sa part de profit pour éponger les dettes qu'il y avait de projets ou de choses qui étaient arrivées avant. J'ai beaucoup de bagou, ça je le sais, je parle beaucoup, mais je ne joue pas une comédie dans la vie. Mélanie Latulippe est copropriétaire d'un restaurant à Québec. Elle a travaillé fort pour mettre un peu d'argent de côté et réaliser un rêve qu'elle caresse depuis longtemps avec sa sœur, la construction de maisons jumelées où elles vivraient côte à côte. On rêvait d'avoir une maison neuve. On rêvait aussi, je rêvais de faire un appartement pour mes beaux-parents et d'en prendre soin parce qu'ils vieillissaient. Monsieur Saint-Pierre nous demande chacune 20 000 en acompte. Celui qui leur demande 40 000 d'acompte, c'est Jacques Saint-Pierre, un promoteur qui a fait la manchette à La Facture en 2001 et en 2009. Dernièrement, nous révélions qu'en 2014, il avait berné des clients en conservant leurs acomptes sans jamais construire leur condo. En entrevue, Jacques Saint-Pierre nous avouait avoir utilisé sa conjointe comme prête-nom, entre autres à la tête de la compagnie Groupe Condo Love. Oui, j'aimerais savoir pourquoi les compagnies ne sont pas à votre nom. Parce que j'ai pas le droit d'opérer. Pourquoi? Parce que je suis en faillite. Revenons en arrière. En février 2014, c'est donc Nicole Thibault, la conjointe de Jacques Saint-Pierre, qui signe des contrats avec Mélanie Latulippe et sa sœur, où elle s'engage à réaliser le projet de maison jumelée. Bien qu'elle soit présidente du groupe Condo Love, elle n'a pourtant rien à voir avec le domaine de la construction. Monsieur Saint-Pierre, comment se fait-il qu'elle signe des contrats comme ceux-là? Elle a dit ça dans les documents quand elle est allée chez le notaire. Ma femme, c'est un amour. C'est une gentille personne qui m'aime, puis qui essaie puis elle fait les choses comme, tu sais, elle a confiance en moi, elle, OK? C'est ensuite Jacques Saint-Pierre lui-même qui écrit aux deux sœurs. Il leur demande d'envoyer leur dépôt chez Habitech 2000, une compagnie de construction qui n'était pas accréditée à un plan de garantie. Son président est une connaissance de longue date de Jacques Saint-Pierre. Les deux chèques de 20 000 sont encaissés, mais rien ne bouge. Bien, on va souvent voir M. Saint-Pierre pour avoir des explications parce que le projet prend jamais forme. On a toujours des excuses, pas de permis, pas de ci, pas de ça, bon. Peu de temps après, Habitech 2000 déclare faillite. Les maisons jumelées n'ont pas été construites et les 40 000 d'acompte, qui n'étaient pas protégés, se sont envolés. L'usine a fait faillite. Alors, on a essayé de faire partie des créanciers. Puis on a reçu une lettre disant qu'on n'aura pas de remboursement. Étant un très bon comédien, un très bon vendeur, je pense qu'il n'y a pas de difficulté à mentir non plus, là. Il faut s'entendre là-dessus, là. Steve Perron est consultant en communication. Il a travaillé pour Jacques Saint-Pierre sur quelques projets, dont celui des condos Love. Il croit savoir à quoi servaient les acomptes. Dans le fond, j'ai l'impression qu'il utilisait cet argent-là qui était comme le profit anticipé sur le projet, là. Fait que le nouveau projet commençait. Les premiers argents qui rentraient, une partie allait dans le projet pour le démarrer. L'autre partie allait, lui, pour éteindre ses feux de son côté. Est-ce que les dépôts des deux sœurs ont vraiment disparu dans la faillite d'Habitech 2000? La facture a appris qu'une partie des 40 000 serait ressortie de la compagnie avant sa fermeture. Moi, j'ai deux personnes qui me disent, si tu suis la trace de cet argent-là, elle est retournée chez Jacques Saint-Pierre. Chez Habitech? Oui. Non, il fallait donner un dépôt pour... fallait donner un dépôt,
pour réserver la place pour que les filles puissent avoir leur place pour produire leur unité. C'est ça. Pour en avoir le cœur net, peu de temps après l'entrevue avec Jacques Saint-Pierre, nous avons obtenu du syndic les documents concernant la faillite d'Habitech 2000. Et voici ce que nous avons trouvé. En mars 2014, quelques jours après avoir encaissé les 40 000 $ d'acompte, Habitech émet un chèque de 3 000 $ à Jacques Saint-Pierre, ainsi que 5 autres chèques à des employés ou des entreprises à qui il doit de l'argent. C'est en tout un peu plus de 20 000 $ qui sortent des caisses d'Habitech 2000. Et tenez-vous bien, sur chacun des chèques, nous avons retrouvé la preuve écrite que tout cet argent a été diminué directement du dépôt fait par les deux sœurs. Non, j'ai jamais vu ça, ni dans mes démarches, ni dans le syndic de faillite ou des avocats. On n'a jamais vu passer ces documents-là. C'est la première fois. Surprise? Non. Non. Pas surprise. Déçu, fâché, mais pas surprise. Ça fait juste confirmer ce que je croyais. Moi, j'ai dit, garde, moi, je veux mon chèque. Fait que qu'ils viennent, peu qu'importe de qui ils viennent, j'ai pas posé plus de questions que ça. J'ai fait la facture Habitech 2000. Habitech 2000 m'a fait mon chèque, puis cette dette-là est éclairée. L'entreprise de Steve Perron a reçu un des chèques d'Habitech 2000 pour payer une facture que Jacques Saint-Pierre lui devait. Là, quand je vois tout ça, je fais « Ah! » Pourquoi Jacques Saint-Pierre n'a pas lui-même payé les gens? Lui-même n'avait pas l'argent. Qui a de l'argent dans cette histoire? Qui est responsable face aux clients? Chose certaine, Jacques Saint-Pierre ne veut pas qu'on s'intéresse au rôle de prête-nom qu'a joué sa conjointe à la signature des contrats. Nicole, elle est propre, Nicole, elle est droite, Nicole, elle est impeccable, Nicole essaie de me rendre le service des fois, mais on ne touche pas à Nicole Thibault, on ne touche pas à Nicole Thibault d'aucune façon que ce soit. Prête-nom, le mot le dit, c'est prêter son nom. Donc, ce n'est pas simplement rendre service à quelqu'un, c'est engager notre responsabilité parce qu'on est la personne qui signe le contrat. Daniel Gardner enseigne le droit des contrats à l'Université Laval. Monsieur Saint-Pierre et son épouse qui a agi comme prête-nom en l'espèce sont tous les deux responsables du fait que les acomptes n'ont pas servi à construire les immeubles en question. Ils doivent au minimum les rembourser, en plus des dommages qu'ils ont causés aux deux acheteuses en l'espèce. Et que penser du fait que Jacques Saint-Pierre se soit servi des acomptes des deux sœurs pour payer ses dettes? Le fait qu'on réussisse à prouver qu'il en a bénéficié en partie ajoute ici à sa responsabilité. Mais selon Jacques Saint-Pierre, il n'y avait rien d'illégal à ce qu'Habitech paye ses dettes à même la compte de ses clientes. Au moment de notre rencontre, il a insisté pour dire qu'il essaierait de rembourser ce qu'il doit. On sait une chose, que moi, dans mon fort intérieur, dans ce que je suis pas un voleur. Et puis, j'aime les gens. Puis quand j'approche les gens, je suis sincère. J'aime les gens, puis quand je dis à quelqu'un, je t'aime, je les aime. D'après vous, les gens qui ont perdu leur acompte, est-ce qu'ils vont retrouver leur argent? C'est une excellente question. Moi, je ne gagerais pas 2 piastres là-dessus. Avec sa sœur, Mélanie Latulippe a intenté une poursuite contre Jacques Saint-Pierre. La Régie du bâtiment vient d'ouvrir une enquête sur lui. L'enquête criminelle de la police de Québec est terminée. L'affaire a été confiée à un procureur de la Couronne. C'est la 4e fois depuis 2001 que la facture parle de cet homme. Qui va l'empêcher de tromper les gens? Après la pause, retour sur un ennemi si proche. J'ai brûlé à 3 reprises. J'ai plumé. Ça a pris des pilules de cortisone pour désenfler. C'est le méthylisothiazolinone qui est notre bête noire. Il y a 1 an, nous vous avons parlé d'un ennemi qui peut se cacher dans votre pharmacie, sous votre évier, dans votre douche. Cet ennemi, c'est le méthylisothiazolinone qu'on retrouve dans les savons, les shampoings, les crèmes. Il provoque d'affreuses réactions allergiques chez certaines personnes. Tout le monde le sait, mais le problème est toujours là. Il y a du nouveau, je vous en parle après ce résumé de notre reportage. Dans cet hôpital de Montréal, un scientifique mène un combat contre une molécule menaçante. Ses victimes ont le visage tuméfié, les paupières enflées, les mains crevassées. Le mal sournois se cache dans des endroits insoupçonnés.
Tu es là dans la salle d'attente, les gens te demandent avec quoi vous vous êtes brûlé. Je voulais plus vivre ça, là. Les 3 derniers étés n'ont apporté que souffrance pour Sylvie Brulotte. À l'image de ses victimes, son visage rougissait, enflait de partout, au point que ses yeux n'arrivaient presque plus à ouvrir le matin. J'ai brûlé à 3 reprises. J'ai pleumé. Ça a pris des pilules de cortisone pour désenfler. Je sortais avec un chapeau. C'était un petit peu fou, là, mais c'est parce que je ne savais plus quoi faire. C'est à l'hôpital Royal Victoria de Montréal qu'elle a eu la puce à l'oreille. Grâce à Denis Sasseville, un dermatologue de réputation internationale, elle a appris que certaines personnes peuvent être gravement affectées par un agent de conservation. Il est méconnu du grand public, mais fréquemment utilisé. Il a pour nom méthylisothiazolinone, MI pour les intimes. Dans tous les agents de conservation utilisés dans les cosmétiques, maintenant, oui, effectivement, c'est la méthylisothiazolinone qui est notre bête noire. Denis Sasseville siège sur le Comité nord-américain des allergies de contact. Il prononcera des conférences dans toutes ces villes pour traquer cette bête noire. Il veut alerter ses collègues médecins des dangers que représente le MI et convaincre l'industrie des produits d'hygiène et de cosmétiques qu'elle doit réagir. On préconise en fait l'abandon de la méthylisothiazolinone dans les produits qui demeurent sur la peau et une réduction très importante de la concentration dans les produits rincés, comme les savons ou les shampoings. Le méthylisothiazolinone remplace la famille des parabènes, la génération précédente des agents de conservation. Comme les parabènes, son rôle est d'empêcher que les bactéries prolifèrent dans des produits à usage multiple. On le retrouve donc dans des centaines d'articles de la maison. Mais de plus en plus de gens ont développé une dermatite au contact de cet ingrédient, comme Sylvie Brulotte, dont le médecin a cru, à tort, qu'elle était simplement sensible aux rayons du soleil. On me disait, même si vous restez dans la maison, vous avez des fenêtres, vous passez devant une fenêtre, mettez de la crème solaire. Son médecin initial l'ignorait, mais il y avait un lien entre ses brûlures et sa crème solaire de marque Neutrogena, ironiquement recommandée par les dermatologues américains. Ce lien, c'est le MI. Ce que je faisais, mais sans le savoir, moi, j'accentuais le problème définitivement. C'est lors d'un test de dépistage que le docteur Sasseville a découvert la cause de ses blessures. De retour à la maison, elle a scruté la liste des ingrédients de tous ses autres produits d'hygiène. J'ai tout jeté. Bien, puis je n'ai jeté pas mal, finalement. Pour les allergies de contact, il n'y a pas de désensibilisation possible. La seule chose qu'on peut faire, c'est identifier la cause et l'éliminer. Encore faut-il être capable d'identifier la source. On a les mains qui brûlent. On fait des tests. Le médecin dit, bon, ben c'est pas relié à ton travail, retourne travailler. Tu retournes au travail, mais t'as mal. Jean-François Martineau est pressé dans une imprimerie. Lors d'un test de dépistage, il a appris qu'il était allergique au MI. Mais où le MI se cachait-il? Pour le savoir, son employeur a fait analyser toutes les encres de l'entreprise, car le MI se trouve aussi dans des produits industriels. Donc, on a fait le tour de tous les produits, puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun de ces produits chimiques-là qui avait les produits. Mais on n'avait pas vérifié les savons. Il lui a fallu attendre 5 ans avant de le découvrir grâce au docteur Sasseville. 5 ans marqués par 2 dépressions et de longs congés de maladie. Sur des chiffres de 12 heures, on peut se laver les mains 12-15 fois par quart de travail. Donc, je me lavais souvent les mains. J'utilisais beaucoup le produit. Ça finissait par faire craquer mes mains. Ça saignait. C'est vraiment des craques au sang. Et puis à un moment donné, c'est juste que tu n'es plus capable de travailler. Des gens qui ont persisté à travailler, qui nous sont arrivés avec des mains comme des steaks saignants, ça peut être 3 à 4 mois, des fois 6 mois, avant que ça reprenne une allure normale. Et il y a même certains patients qui guériront jamais. Aujourd'hui, chez lui, il doit avoir son propre savon. Impossible pour lui de laver la vaisselle, ni même de laver son propre enfant, car on ne peut pas se débarrasser de cette allergie. Moi, je dis aux gens, c'est pour la vie. Quand vous avez ces allergies-là, c'est pour toujours. Le MI se trouve dans des centaines de produits de consommation courante.
Ces victimes du MI, ce ne sont pas des cas isolés, au point que la Société américaine des dermatites de contact a déclaré le méthyl-isothiazolinone allergène de l'année 2013. 10 % des patients du Dr Cesseville en sont affectés. Pour lui, il s'agit d'un taux alarmant et pourtant, il peine à convaincre l'industrie de l'éliminer. Ils sont assez réticents à l'idée qu'on va leur retirer le tapis de sous les pieds là, en recommandant de ne plus employer ce produit-là. Les géants de l'industrie savent pourtant que le méthyl-isothiazolinone fait des victimes. Johnson & Johnson, qui fabrique la crème Neutrogena, nous dit qu'il examine les options qui permettront d'en réduire l'emploi, mais pas question de l'éliminer. Avec ce que j'ai vécu, il l'enlèverait complètement. Il devrait. Il devrait l'enlever complètement, ou au moins que ce soit très clair que ça contient ce produit-là dans leurs produits. Le coup qu'on sait les conséquences, c'est là qu'il faut prendre des mesures pour améliorer les choses. Bon, on est rendu là. Je dis bien sûr qu'on est préoccupé, donc c'est pour cette raison-là qu'on fait une réévaluation. Édith Sansouci, inspectrice à Santé Canada, parle au nom du ministère. Santé Canada autorise la présence du MI dans les produits, mais révise présentement sa position. Donc, il faut prendre le temps de la faire, la réévaluation. Il faut prendre le temps de les collecter, ces données-là, de les analyser. Donc, on fait vraiment une analyse de risque, une évaluation du risque. On prend toutes ces informations-là en considération. Et après ça, s'il y a lieu de faire des changements, bien là, on va les faire. Denis Sasseville souhaite que le gouvernement canadien soit contraignant envers l'industrie. Pas l'impression que l'Amérique, le Canada ou les États-Unis vont faire œuvre de pionnier dans ce domaine-là. Mais si simplement ils suivent les directives qui vont être émises en Europe, ce serait déjà bien. Tant que l'industrie ne sera pas forcée d'agir, la menace restera bien présente dans tous les foyers canadiens. Pour ces deux adultes, le mal est fait. La réponse de Santé Canada n'est malheureusement pas à la hauteur du problème. Le ministère a émis une directive pour réduire la concentration de certains produits chimiques allergènes. Mais selon le docteur Denis Sasseville, cette directive ne règle en rien l'épidémie d'allergie. La seule solution, selon lui, serait d'éliminer complètement le méthyl-isothiazolinone dans les produits comme les crèmes et de le réduire considérablement dans les produits rinçants comme les shampoings. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous gagnez votre cause aux petites créances. Le fournisseur que vous aviez amené en cours est condamné à vous verser 15 000 $. Sauf que il n'a pas l'argent pour l'instant. Alors, vrai ou faux, vous disposez d'une limite de temps pour faire exécuter un jugement. La réponse après la pause. Regardez la facture. Vrai ou faux, vous disposez d'une limite de temps pour faire exécuter un jugement. Vrai. Vous avez 10 ans à compter de la date du jugement pour le faire exécuter. Passé ce délai, il y a prescription. Cette règle vaut pour tous les jugements civils rendus par les tribunaux québécois. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Personne ne veut avoir affaire à une agence de recouvrement. Ceux à qui ça arrive ont l'impression que le ciel vient de leur tomber sur la tête et de se retrouver dans une jungle où tous les coups contre eux sont permis. Sauf que la bonne nouvelle, dans ce mauvais pas que vous traversez peut-être, c'est qu'il y a une loi qui contrôle le recouvrement. Pendant que Marco sirote tranquillement son café du dimanche, son téléphone sonne. C'est un agent de recouvrement. L'agent lui annonce qu'il doit 300 $ à son ancienne compagnie de téléphonie cellulaire. Marco n'en revient pas. Il dit à l'agent que c'est la première fois qu'il entend parler de cette dette. Pour toute réponse, l'agent hausse rapidement le ton et menace de le poursuivre en cours. Marco met fin à la conversation. Il est ébranlé. L'agent peut-il mettre ses menaces à exécution? A-t-il le droit d'agir comme il l'a fait? Non. Au Québec, un agent de recouvrement ne peut pas faire ce qu'il veut. D'abord, l'agence de recouvrement aurait dû faire parvenir à Marco un avis écrit au moins 5 jours avant de lui téléphoner.
La loi précise qu'un agent ne peut appeler que du lundi au samedi entre 8h et 20h. Enfin, il est interdit à un agent de recouvrement de menacer de recourir à des poursuites judiciaires. 3 prises donc contre cette agence. Le fin mot de l'histoire, une agence de recouvrement a le droit de vous demander de payer. Mais vous aussi, vous avez des droits. Il y a un mois, dans un fin mot de l'histoire, nous vous avons parlé du corridor de sécurité. Il s'agit de cette distance et du ralentissement que les automobilistes doivent respecter entre eux et les opérateurs de véhicules d'urgence stationnés au bord de la route. Il est important de préciser que l'obligation de respecter le corridor de sécurité s'applique aussi pour les opérateurs de dépanneuses et ceux des véhicules de surveillance. Voilà, c'était la facture, où que vous soyez au pays, à Port-Cartier ou à Adstock. Merci beaucoup d'avoir été là. Voici ce que vous verrez la semaine prochaine. En transport adapté, tout le monde paie sa place. Une sortie familiale, c'est dans ces moments-là qu'on a les plus beaux souvenirs. Mais les sorties familiales ne sont plus permises pour les personnes handicapées quand leurs enfants atteignent 14 ans. C'est comme ça, c'est le règlement, on peut rien faire. On paye quand même le même prix que tout le monde. Le transport adapté est un droit. Et le fait qu'on nous sépare comme ça, c'est triste. On est écœurés de faire rire de nous autres.